Oui, on va peut-être pouvoir commencer. Bonjour à tous. Il est 17h30. On attend une centaine de personnes aujourd'hui. Alors, nous sommes dans le cadre du concours de la médiation commerciale du CMAP. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli cette année 150 étudiants issus de 5 pays différents, dont la Belgique, la Suisse, le Maroc et le Canada. Nous avons eu 250 professionnels qui se sont joints à nous. Donc, mardi, au plus fort du concours, nous étions 400 personnes connectées sur la plateforme. On est conscient que l'aspect totalement dématérialisé du concours ajoute un petit stress et quelques moments périlleux, mais on remercie tout le monde d'avoir vraiment joué le jeu et on est très heureux. Vous êtes à peu près 1200 personnes à suivre l'événement sur les réseaux sociaux. Nous sommes donc très, très heureux. C'est donc un record d'affluence pour nous cette année. Voilà. Alors, en marge de ce concours, nous avons décidé de proposer des webinaires ouverts au public avec nos partenaires et nos médiateurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire consacré à la médiation comme politique d'entreprise. Vous allez pouvoir entendre Jazia Turtit, qui est associée du cabinet Bird Bird, Besma Boumaza, qui est Group General Counsel chez Accor, et Camille Allemand, qui est Senior Legal Counsel chez Airbus Hélicoptère. Voilà, je vais leur passer la main tout de suite. Je vous précise juste que donc on est en format webinar, donc seuls les intervenants sont visibles et audibles. En revanche, vous pouvez poser toutes vos questions par le fil de discussion que vous voyez en bas de votre écran. Vous avez une icône discussion. Si vous souhaitez écrire à tout le monde, choisissez l'option envoyer à tous les panélistes et participants. Vous pouvez également lever la main avec la petite icône en bas et je pourrais vous donner la parole quand vous le souhaiterez en fin de séance plutôt. Et vous aurez une série de courts sondages qui vous seront proposés et on pourra partager les résultats en temps réel. Voilà, je vous souhaite un bon séminaire et puis je passe la main à nos intervenants. Bon séminaire, à tout à l'heure. Merci beaucoup Marjolaine. On est ravis ce soir de participer à ce webinaire sur la médiation en tant que politique d'entreprise. Et merci beaucoup de nous rejoindre pour cet avant-dernier webinaire organisé dans le cadre de la semaine de la médiation commerciale. Ce webinaire, il a pour objectif de discuter avec vous, d'échanger, de partager, de promouvoir véritablement les pratiques des organisations en faveur de la médiation afin que les litiges puissent être résolus de la manière la plus efficace, pragmatique et donc amiable possible. Donc, mon nom est Jazia Tiurtit, je suis associée au sein du département résolution des litiges du bureau de Paris de Bird Bird. Ma pratique couvre un large champ de contentieux commerciaux, notamment dans le secteur numérique. Et à ce titre, donc, je suis formée et je pratique les modes amiables de résolution des litiges depuis le début de ma carrière, en particulier en tant qu'avocat accompagnateur de parties dans la médiation. Donc, comme le disait Marjolaine, j'ai l'honneur ce soir d'avoir à mes côtés Besma Boumaza et Camille Allemand, si vous voulez bien vous présenter. Donc, bonjour, Besma Boumaza, je suis la directrice juridique du groupe Accor voilà, depuis 2019. Et Camille Allemand, donc je suis juriste au sein du département contentieux d'Airbus Helicopters assez récemment, donc depuis début 2020, et également formé à la médiation et donc très prompte à promouvoir ce mode de résolution des litiges. Merci beaucoup à tous les deux. Avant d'échanger sur différentes questions qui vont permettre à nos participants de repartir avec de fermes résolutions et surtout des recommandations pratiques pour promouvoir la médiation au sein de leur organisation, je voulais simplement faire un petit rapide exposé du contexte dans lequel on est aujourd'hui pour un peu replacer les discussions. Bon, il aura échappé à personne que l'on est au milieu d'une pandémie
assez grave, à quelques minutes peut-être d'une annonce de reconfinement généralisé, ce que l'on n'espère pas. C'est vrai qu'en tant qu'avocat spécialisé en contentieux commercial, ce que j'ai vu depuis quelques mois, c'est véritablement une augmentation des contentieux avec des litiges qui sont nés de la crise sanitaire. On pense par exemple à tous ces litiges, à tous ces contentieux qui ne cessent de se multiplier en lien avec les pertes d'exploitation, des décisions qui se suivent et ne se ressemblent pas, une absence de sécurité juridique pour l'ensemble des parties ici qui ne savent pas quelle pourrait être la solution qui va être rendue, puisque ce sont notamment des juges des référés qui sont saisis. On a la même difficulté en matière de baux commerciaux, sur la question de savoir si les loyers pour cette période de fermeture des commerces sont dus ou non. Et également, on a eu d'autres contentieux concernant l'application ou non de la force majeure, avec dans ce contexte un recours parfois exagéré de certains opérateurs effectivement à la notion de force majeure, notamment pour des obligations de paiement, ce qui est traditionnellement refusé par les juridictions. À côté de cela, donc, on peut s'attendre dans les mois à venir à une augmentation des contentieux, notamment liés à la rupture brutale des relations commerciales établies. De la même manière que on a assisté à une augmentation significative de ce type de contentieux après la crise de 2008, avec pour apogée donc l'arrêt de la Cour de cassation de 2013 de la Cour de cassation, rendu dans l'affaire Caterpillar, qui a considéré que lorsque la fin des relations n'était pas imputable à l'auteur parce que il n'avait fait que répercuter la situation d'une crise économique, alors il n'y avait pas de caractère fautif à raison de la brutalité. Donc là, on le voit bien sur les chiffres, avec une augmentation significative jusqu'en 2012 pour retomber ensuite en 2013, et on peut s'attendre à la même augmentation dans les mois et semaines à venir, alors en parallèle que les mesures qui ont été prises pour tenter de rationaliser le contentieux de la rupture brutale, avec notamment la concentration du contentieux entre les mains de la Cour d'appel de Paris, ainsi que l'instauration de ce qu'on peut appeler un plafond de 18 mois par l'ordonnance d'avril 2019, donc n'a pas encore montré ses effets, puisqu'on continue à avoir aujourd'hui devant les tribunaux une forte volumétrie de contentieux. Alors certes, les décisions qui sont rendues, c'est moins d'une sur deux qui ordonne l'indemnisation, mais il n'en reste pas moins que ces contentieux sont longs, sont coûteux et par nature aléatoires. Par nature aléatoire, avec dans un contexte de diminution de la sécurité juridique pour les parties, parce que après la grève des avocats, après la grève des transports, après le confinement, les juridictions sont débordées, littéralement. Le président du tribunal judiciaire de Paris l'a confirmé lors de la rentrée, lors de son discours de rentrée, donc en janvier dernier. Aujourd'hui, on a des délais de traitement de l'ordre de 30 mois et clairement des conditions de traitement des affaires qui ne sont pas satisfaisantes, avec parfois des incidents d'audience, comme on en a vu récemment avec Aix-en-Provence, le recours de plus en plus à la procédure sans audience, ce qui n'est pas toujours une bonne situation lorsque notamment on a un contentieux complexe dans lequel il est bien d'avoir des échanges avec les magistrats ou les juges consulaires, et donc des incertitudes sur les suites du litige. On a aussi entendu donc les appels des différentes de différentes organisations, du ministère, du président de la Cour d'appel de Paris, à aller vers plus de médiation, plus de règlements amiables des litiges, et en particulier pendant le premier confinement, un discours extrêmement fort du premier président donc de la Cour d'appel de Paris, le président Hayat, qui faisait état de sa volonté de promouvoir le plus possible la médiation
dans les contentieux soumis à la Cour, et avec cette citation qui me semble très intéressante. Donc je me permets pour la Cour d'appel d'insister sur ce point, je veillerai à relancer la médiation. Pourquoi? Parce que 33% des jugements civils font l'objet d'appel. Or, lorsqu'on regarde les arrêts rendus par la Cour, on dénombre à peu près 75 à 80% de confirmations, y compris des décisions du Conseil de prud'homme. C'est donc dire que les décisions rendues par les juges du premier degré sont, dans l'écrasante majorité, confirmées. Donc, dans ce contexte, les parties ont intérêt à avoir intégré dans leur mécanisme contractuel donc la médiation, ou lorsque le litige se présente, à envisager le recours à un mode amiable de règlement des litiges, étant précisé que pour l'avocat, c'est désormais recommandé par le règlement intérieur national des avocats. Lorsqu'il est saisi du litige, il doit, il lui est recommandé, mais c'est sans doute le stade antérieur à une future obligation, il lui est recommandé donc d'évoquer avec son client les solutions amiables des litiges. Le processus de médiation, donc, c'est un processus amiable, volontaire et confidentiel de résolution des différends, dont l'objectif est de proposer aux parties en conflit l'intervention d'un tiers indépendant, impartial, neutre et formé la médiation. Donc pourquoi? Pour les aider à parvenir à une solution négociée, conforme à leurs intérêts respectifs, j'y reviendrai. Et véritablement, le médiateur n'a pas vocation à trancher le litige. C'est pas quelqu'un qui va couper la poire en deux. Il va véritablement amener les parties à créer d'elles-mêmes la solution qui va leur permettre de mettre fin à leur litige. Alors pourquoi recourir à la médiation, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire? Lorsqu'on regarde les statistiques de la médiation, notamment celles du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, on s'aperçoit que les KPI, pour reprendre l'intervention d'un panéliste du webinaire de lundi, les KPI sont extrêmement impressionnants, puisque en termes de gain de temps, là où, je vous le disais, on a des délais de traitement de l'ordre de 30 mois pour le tribunal judiciaire, on a une durée moyenne de médiation de l'ordre de 15 heures. En termes de coûts également, sur des litiges complexes, on va très vite arriver à des coûts en termes d'honoraires d'avocats qui peuvent représenter la moitié de l'enjeu du litige dans certains contentieux, ce qui n'a juste totalement pas de sens, alors que, encore une fois, les statistiques du CMAP montrent que les parties donc supportent pour une médiation un coût de 6 000 € partagé entre elles. Surtout, ce qui est important, c'est de regarder les statistiques en termes de réussite de la médiation, puisque on a 63% de médiations qui parviennent à un accord, avec un taux qui est particulièrement important pour la médiation conventionnelle et qui est de 69% contre 47% pour la médiation judiciaire, ce qui est normal en quelque sorte, puisque dans une médiation judiciaire, souvent il y a une partie qui ne voulait pas vraiment aller en médiation, mais qui ne peut pas se permettre de refuser l'offre qui est faite soit par la partie adverse, soit par le juge, et qui arrive donc peut-être moins bien disposée en médiation que si dès le début les parties avaient convenu, soit par contrat, soit lorsque le litige est né, de recourir à la médiation. Un avantage significatif également de la médiation par rapport à un contentieux, c'est celui de la confidentialité. Et dans des contentieux complexes où on peut avoir par exemple des difficultés liées à la qualité des prestations, à la qualité des produits ou sur de la concurrence déloyale, les parties ont tout intérêt à ce que la consistance de leur litige ne soit pas connue du public, avec potentiellement des retombées possibles sur leur autre partenaire. Et pour tout vous dire, moi quand j'ai un contentieux contre une nouvelle partie, première chose que je fais, c'est d'aller voir sur Doctrine quels sont les contentieux, Doctrine ou autre d'ailleurs, quels sont les contentieux qui existent, pour vérifier si on a peut-être une espèce de série de contentieux de ce type qui va me permettre à moi d'améliorer le dossier de la victime que je représente. L'un des avantages également de la médiation, c'est véritablement la créativité dans la recherche de solutions, puisque
en médiation, il ne s'agit pas encore une fois de couper la poire en deux et de prendre les prétentions respectives des parties en leur donnant 50% à chacune, mais de les accompagner vers l'avenir, vers une reprise peut-être des relations commerciales, de sorte que dans des partenariats stratégiques, par exemple en lien avec la digitalisation, avec un outil de production qui est au cœur de l'activité de l'entreprise, on a tout intérêt à prévoir donc, dans les contrats ou si ce n'est pas prévu, de saisir un organisme de médiation tel que le CMAP pour justement éviter d'avoir une solution comme on peut l'avoir par exemple en conciliation qui in fine ne satisfait pas les parties parce qu'elle ne correspond pas à leur activité, à l'approche des opérationnels qui sont partie prenante souvent dans la médiation. Et on le voit en termes de statistiques donc de l'exécution des protocoles, puisque selon encore une fois les statistiques du CMAP, 99% des protocoles sont exécutés spontanément sans qu'il soit nécessaire de recourir à une homologation du protocole en vue d'une exécution forcée. Donc voilà pour les KPI de la médiation. On comprend donc que dans ce contexte, les organisations aient de plus en plus recours à des organismes tiers tels que le CMAP pour adhérer à une charte telle que celle qui a été préparée sous l'égide donc du ministère de l'économie et des finances en novembre 2005 et dont Accor d'ailleurs est partenaire. Cette charte, elle est pas binding, elle est pas obligatoire pour les adhérents, mais le suivi de sa mise en œuvre par les signataires est assuré par le CMAP et moi en particulier ce sont les points 1, 5 et 7 qui m'intéressent particulièrement puisque l'idée c'est véritablement que les adhérents à cette charte donc, qui vont être familiarisés par le CMAP dans le cadre du processus de signature aux modes de règlement des litiges, notamment à la médiation. Donc, ces adhérents prennent l'engagement d'examiner lorsqu'un litige naît si le recours à un mécanisme de résolution amiable du litige est possible et souhaitable. Et deuxième point qui me semble important, c'est cet engagement de mettre en place donc, des formations internes pour sensibiliser tous les intervenants en interne donc sur des problématiques juridiques ou business qui peuvent tourner au contentieux, donc aux attraits, donc de les sensibiliser donc aux attraits de la médiation. Et également, c'est vrai que c'est important que les parties signataires soient alignées avec leurs avocats, de sorte que si elles adhèrent à une charte de médiation, voilà, elles aient un avocat un conseil qui soit également sensible aux attraits de la médiation et ne considère pas que la médiation ne sert à rien parce que entre conseils, on est parfaitement capable de conseiller nos clients et de les accompagner dans la négociation, comme on l'a beaucoup entendu dire dans le passé. Et j'espère que ça fait vraiment partie du passé et que plus personne ne dira cela, parce que c'est vrai que c'est une conviction forte qu'on a chez Bird & Bird, qui est qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait pas de médiation, c'est comme dire qu'on ne fait pas de référé. C'est une faute professionnelle à notre sens. C'est notre avis. Donc, parmi les signataires de cette charte donc, du CMAP qui existe depuis maintenant plus de 15 ans, donc on a, comme je vous le disais, le groupe Accor, mais également de nombreux autres groupes tels que Total, Carrefour, Honeywell, et également des organisations professionnelles telles que le Syntec numérique, ce qui est important encore une fois dans le contexte donc, de la digitalisation croissante des entreprises et de l'importance que prend l'outil numérique dans la vie de l'entreprise. Il y a également d'autres chartes qui existent que celle du CMAP, donc, par exemple la charte PME innovante, donc, qui a pour objectif de renforcer la coopération entre les grands groupes et les PME en faveur de l'innovation, ou celle de l'Union française des métiers de l'événement, donc qui regroupe plus de 450 entreprises. Donc les initiatives se multiplient et c'est important effectivement lorsque on choisit d'adhérer à une charte de vérifier voilà, qu'elle correspond bien à son secteur, si c'est une charte secteur, que les engagements soient bien ceux auxquels on a envie d'adhérer, que ça correspond voilà, à l'identité du groupe.
Alors, pour la suite de ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est maintenant d'échanger avec donc Besma et Camille sur la façon dont les groupes Accor et Airbus Hélicoptère recourent aux modes amiables de règlement des litiges et qu'ils partagent avec nous donc leurs recommandations, bonnes pratiques pour le cas où certains d'entre vous donc souhaiteraient effectivement la mettre en place dans leur entreprise ou si à l'issue d'ailleurs vous souhaitez tout simplement nous faire part de votre retour d'expérience. Et pour échanger sur ces questions, donc sur ces retours d'expérience, on a déterminé un certain nombre de questions sur lesquelles on va discuter maintenant. La première étant donc quelle est la politique de votre groupe Besma Camille donc en vue de promouvoir la médiation, et on est notamment très intéressé donc de vous écouter Besma sur ce sujet puisque comme je le disais tout à l'heure, Accor est adhérent donc de la charte du CMAP et effectivement de nos discussions on l'avait constaté, fait la promotion active de la médiation donc en interne. Oui, absolument. Merci, Jazia. En effet, Accor a signé donc il y a déjà 15 ans la charte de la médiation. C'est vrai que le moyen le plus efficace pour nous de promouvoir la médiation, c'est d'insérer des clauses dans les contrats. Donc, d'instaurer une médiation obligatoire avant tout contentieux devant un tribunal ou un tribunal étatique ou arbitral, c'est de demander la médiation. Et ça se fait d'autant plus qu'il y a une volonté qui s'inscrit dans la politique de l'entreprise, qui est aussi la volonté de certaines personnes. Hein. La promotion repose, je peux citer l'ancien directeur juridique du groupe Accor, François Pinon, qui lui-même, ayant été formé à la médiation, était un grand promoteur de la médiation et ne manquait pas, même quand ça n'était pas dans les contrats, de le pousser. Mais le moyen qui reste le plus efficace dans une entreprise comme nous, qui repose comme beaucoup d'entreprises hein, sur des contrats, et notamment des contrats qui régissent des relations long terme avec nos partenaires, puisque les contrats hôteliers, c'est plusieurs années, 15 ans, 20 ans. Donc, et on a à cœur de maintenir cette relation tout au long de toute la vie du contrat, malgré les différends qu'il peut y avoir. Donc la première promotion, c'est la clause obligatoire. C'est de l'insérer, même quand il n'y en a pas, de la promouvoir et de la promouvoir aussi auprès des opérationnels pour expliquer ce qu'est la médiation. On voit bien que le jour où ça se pose, parce que on n'a pas des contentieux tous les jours, notamment dans ce cadre-là, mais quand ça se pose, pouvoir bien expliquer ce qu'est la médiation pour pouvoir emmener, et on y reviendra hein, sur comment on prépare une médiation, mais pouvoir emmener les opérationnels à comprendre comment on peut, parce qu'on a deux choix, soit éviter, soit négocier en amont quand il y a des différends qui se manifestent, soit justement aller à la médiation qui est parfois plus efficace que la négociation et permet de respecter un peu les demandes et les besoins de chaque partie, peut-être plus facilement qu'une négociation où l'une des deux, si je caricature, va lâcher. Et voilà, donc la promotion pour nous passe par une politique, comme on a des contrats, des gros contrats, que ce soit des contrats de référencement des fournisseurs ou des contrats de gestion des hôtels, on a des gros contrats qui sont un petit peu standardisés et d'introduire systématiquement une clause de médiation, avec en France une clause de médiation CMAP. Merci Besma. Camille, alors tu es en mute, la phrase la plus prononcée en 2020. Me voici. Nous, plus qu'une politique de groupe, c'est vraiment une politique d'industrie, la médiation, puisqu'on a la chance de faire partie d'une filière qui est représentée par le GIFAS, donc le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. GIFAS qui, assez tôt, a compris l'intérêt de la médiation pour régler les litiges qui pouvaient survenir au sein de la filière aéronautique. Donc, pour caricaturer, on lave le linge sale en famille. Et donc, le GIFAS a créé une commission médiation qui est composée de médiateurs internes issus des principaux membres de la filière et chapeauté par le médiateur GIFAS, entre guillemets, donc le médiateur de la filière.
cette initiative nous permet d'avoir au sein d'Airbus Hélicoptères un médiateur donc qui reporte au GIFAS, qui est notre médiateur interne, et qui est à l'écoute de toutes les demandes qui peuvent être formées, notamment par nos fournisseurs, puisque c'est une source fréquente de, si ce n'est de contentieux, en tout cas de problèmes qu'on souhaite régler sans en arriver au contentieux. Et c'est justement dans cet état d'esprit, après avoir observé le succès de la médiation, tout particulièrement pour régler tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec nos fournisseurs, que le GIFAS, pendant la crise sanitaire, a décidé de prendre une charte qui est assez similaire aux chartes qui étaient décrites en introduction, mais qui est spécifique à la filière aéronautique, et qui est une charte des bonnes relations entre clients et fournisseurs de l'industrie aéronautique, sachant que selon les contrats, on peut être l'un ou l'autre en réalité, on peut être d'un côté ou de l'autre. Et cette charte prévoit explicitement le recours à la médiation, de sorte à, dans un esprit de solidarité de la filière, à promouvoir un mode de résolution des litiges, on y reviendra, qui est respectueux de la relation des parties, qui est tourné vers l'avenir, qui est peu coûteux, et qui donc permet de s'inscrire vis-à-vis de notamment pour nous, vis-à-vis de nos fournisseurs, dans une résolution qui a vocation à maintenir une bonne relation, à les aider à continuer à travailler et donc à nous aider de continuer à travailler. Et vos fournisseurs, de ce point de vue-là, reconnaissent l'opposabilité de la clause sans difficulté, ou vous avez parfois des contentieux sur… Alors, j'ai pas eu le cas. En réalité, les cas qu'on a eu de fournisseurs invoquant cette charte, ce sont des fournisseurs qui n'avaient même pas de clause de médiation au sein de leur contrat, et qui, dans le cadre d'un dossier qui commençait à mal partir, spontanément nous ont dit « mais attendez, le 9 juin 2020, il y a cette charte qui est entrée en vigueur, pourquoi on n'irait pas en médiation, pourquoi on n'irait pas voir votre médiateur interne ?» D'accord. Donc en fait, c'est un moyen très fort pour imposer la médiation. Alors, je dis pas imposer au sens de ne pas respecter le consentement des parties, mais d'imposer naturellement la médiation comme mode de résolution privilégié dans la filière. D'accord, oui, ce qui est toujours mieux de toute façon que de effectivement l'imposer, ou l'imposer d'une manière un peu stratégique via le contentieux, en disant mais regardez, il y a une charte et donc ce serait mieux qu'on y aille. Donc on n'est pas à ce stade effectivement des échanges. Ok. Justement, je me posais la question. Est-ce que vous rencontrez des obstacles dans le cadre du recours à cette charte? Donc, je comprends que ce n'est pas vraiment du côté des fournisseurs, qui, eux, sont plutôt désireux de mettre en place une médiation, quand bien même ça retarderait en quelque sorte, parce qu'on le voit chez certains fournisseurs qui disent non, je veux perdre du temps, et enfin, en tout cas dans d'autres secteurs. Mais est-ce que vous avez des obstacles côté opérationnel, interne, sur la mise en place la mise en œuvre de la médiation? Alors, on en a, alors, même du côté des fournisseurs, puisque tout n'est pas forcément tout rose. On a nombre de fournisseurs qui ont reconnu l'intérêt de la charte et de la médiation, et puis on a les fournisseurs qui parfois vont traîner les pieds, mais ce qui est le cas, enfin je dis fournisseurs, c'est pas uniquement des fournisseurs, mais une grosse partie de notre contentieux est concentré sur des litiges fournisseurs. Mais on a toujours ce cas d'un contentieux, d'un dossier dont on sait qu'il va aller au contentieux, qui va être difficile, et où on peut avoir une partie qui va refuser d'aller en médiation, parce que finalement, c'est la première étape pour commencer à régler le litige. Donc ça existe, et parfois le grief qui peut être fait quand on va proposer d'aller voir soit notre médiateur interne GIFAS, soit le médiateur de la filière, c'est de nous dire non, c'est pas possible, puisque soit il est issu de votre entreprise, soit Airbus, vous avez quand même une grosse place
évidemment dans la filière aéronautique, et donc le médiateur de la filière pourrait finalement être partial à votre bénéfice, ce qui assurément n'est pas le cas, puisqu'en réalité, notamment notre médiateur interne, jouit d'une très grande autorité en interne et n'est absolument pas contesté par nos opérationnels, comme nous, on pourrait contester un médiateur externe qu'on serait allé sélectionner et dont parfois on douterait de la méthode, par exemple. Donc, il faut déjà convaincre certaines fois de l'utilité de recourir au médiateur de la filière. Et puis bon, quand ça marche pas, on va choisir un autre médiateur. Et en interne, ce qu'on rencontre, ce sont des problèmes classiques d'incompréhension du mécanisme de la médiation. Certaines personnes vont nous dire, bah, finalement, c'est une négociation, et les négociations, on sait très bien les faire nous-mêmes. Ce qui est en partie vrai, mais si on n'est pas arrivé à négocier, c'est qu'il manquait quelque chose, et peut-être qu'il manquait quelqu'un pour comprendre les clés de la résolution de ce litige. Et également, on a des personnes qui nous disent, si c'est pas une négociation, est-ce que c'est un arbitrage? Ils vont voir le côté structuré, institutionnel de la médiation comme un élément qui se rapprocherait d'une procédure contentieuse devant un tribunal, devant un arbitre, et donc peut-être adopter une posture agressive qui est absolument pas adaptée à l'exercice de la médiation. Donc il y a un travail, mais on y reviendra, de préparation, de vulgarisation de ce qu'est la médiation. Et là encore, on a de la chance d'avoir un médiateur interne qui peut très facilement faire cet exercice, y compris d'ailleurs quand il n'est pas impliqué dans la médiation, mais qu'on a besoin d'aller voir un autre expert en interne pour expliquer ce que c'est. D'accord. Peut-être, pardon, Jazia, je peux confirmer, effectivement, le principal obstacle, c'est la méconnaissance. Et je sais que dans une entreprise internationale comme Accor, on le voit selon les juridictions. Il y a des pays ou des régions qui sont très habitués à la médiation, et alors même que nous, on n'a pas d'obstacle juridique dans la mesure où il y a des clauses dans nos contrats, donc c'est un passage obligatoire. Et ben, il n'en reste pas moins que malgré tout, dans les juridictions, dans les pays dans lesquels on est très habitué à la médiation, ça se passe sans accroc et tout le monde joue le jeu, alors qu'il y a des régions dans lesquelles c'est moins culturel, et donc il y a besoin de plus d'explications, parce que le premier obstacle, c'est la méconnaissance, là, ou l'incompréhension de ce qu'est le mécanisme de médiation. Alors, nous avons déjà une question d'un participant qui est: vous insérez dans vos contrats des clauses de médiation ou de MEDARB? Médiation, les deux ne sont pas nécessairement liés. Enfin, pour Accor, il peut y avoir de la médiation avant une clause d'attribution de juridiction à une juridiction étatique, pas nécessairement d'arbitrage. Non, ça dépend du contrat. Et c'est la même démarche chez nous, hein. Disons que l'avantage de la médiation, c'est que finalement, quelle que soit la juridiction qui serait désignée par la clause ou le mode de résolution, l'arbitrage, ça va, entre guillemets, ça va marcher à tous les coups, et notamment dans des opérations contractuelles assez complexes où on va avoir 3-4 personnes impliquées, avec chacune revendiquant une juridiction différente. L'avantage de mettre des clauses de médiation dans tous les contrats, c'est qu'on pourra tous se retrouver autour de la médiation, on ne pourra pas tous se retrouver autour du même tribunal. Ok. Donc, pour revenir sur les obstacles, donc vous n'avez jamais entendu en interne, Besma, Camille, un opérationnel ou la DG vous dire si on va en médiation, c'est un aveu de faiblesse. Vous avez dépassé tout ça. Vous êtes au-delà de ce type de clichés. L'aveu de faiblesse, moi, je ne l'ai pas entendu. C'est plus ce que disait Camille, c'est-à-dire expliquer la différence entre médiation et négociation. Et ça reste voilà, ça reste quelque chose, parce qu'il demande plus d'explications. D'accord. Donc, c'est très positif. Je vous propose qu'on passe au point suivant. Je voulais savoir comment
vous vous préparez respectivement à la médiation, puisque je comprends que vous êtes dans des situations très différentes en termes d'organismes, puisque vous, BESMA, donc ce sont surtout des instituts locaux auxquels vous avez recours, et toi, Camille, plutôt donc médiateur interne ou médiateur donc de la filière. Et ce serait intéressant de savoir effectivement si finalement il y a des différences dans ce type de préparation par rapport au médiateur. Je ne sais pas si tu veux commencer, Camille, ou si vous voulez commencer, Besma. Bon, je peux commencer rapidement. La préparation à une médiation, c'est effectivement d'abord, alors nous, effectivement, on se met sous l'égide de la CMAP pour ce qui est de la France et souvent d'autres organismes à l'étranger. Il y a la première préparation, c'est les opérationnels, ce qu'on n'a pas arrêté de dire, c'est-à-dire expliquer ce qu'est la médiation, pourquoi on propose une médiation, mais de façon plus importante, il y a deux choses. Il y a d'abord le choix des avocats, d'avoir de beaux avocats qui nous accompagnent et le choix du médiateur. Et également, la médiation suppose un travail avec les opérationnels ou avec nos clients internes pour nos juristes, pour se préparer à la médiation qui implique une préparation différente d'une négociation peut-être où on a un objectif en vue et puis on va lâcher, pas lâcher. Là, c'est l'un des intérêts, c'est déjà de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à ce différend, comprendre quels sont les enjeux et finalement ce qu'on veut obtenir. Et je le dis d'autant plus que souvent les médiations arrivent dans voilà, ce que je disais tout à l'heure, dans des relations long terme, donc on ne veut pas forcément aller à la fin de la relation. On ne veut pas aboutir à la résiliation du contrat. C'est même un échec pour nous, souvent. Et donc ça a ce gros avantage pour préparer, de devoir identifier vraiment ce qu'on veut obtenir, ce qu'on est prêt à ne pas obtenir. Et finalement, alors je vais citer l'ancien directeur juridique François, mais c'est un vrai travail sur la BATNA pour savoir quel est le vrai coût et le vrai enjeu de l'échec de la médiation ou s'ils ne tombent pas d'accord. Mais pour ça, il faut identifier ce qu'on veut vraiment. Il est facile de dire on ne veut pas payer, mais finalement, il faut d'abord qu'on fasse ce travail un peu d'introspection, reconnaître nos torts juste pour nous-mêmes et identifier effectivement un peu la position faire. Ça, c'est très important. Il faut être accompagné de bons avocats. Il faut aussi identifier un bon médiateur. Donc, c'est un travail d'équipe, j'allais dire, parce que finalement, ça se joue entre l'opérationnel qui détient la relation ou qui, lui, peut être le juriste et l'avocat qui vont accompagner comme ça, et chacun a son rôle à jouer pour arriver en préparation, avant même la médiation, à avoir un peu les idées claires et l'aborder sereinement. Il faut réussir à passer le côté un peu émotionnel de la relation qui a mal tourné. Oui, c'est très juste. Camille, de ton côté Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Besma. J'ajouterais qu'un point qui peut être important, et ça va dans la préparation de la BATNA, pardon, c'est d'imaginer quel serait l'avenir avec l'adversaire, et notamment faire un peu d'intelligence économique en fait sur notre adversaire, savoir qui c'est, quels sont les contrats en cours, quels sont les contrats qu'on veut sauver, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, pour réfléchir autrement qu'en termes de simples transactions financières, et déjà réfléchir à des propositions qu'on peut faire, en tout cas arriver avec de la matière pour pouvoir proposer soit à l'autre partie, soit au médiateur pour tester des solutions. Et parler business plutôt que de parler simplement argent, parce que c'est l'avantage de la médiation. Tout à fait. Moi, dans la préparation, si je peux répondre à ma propre question, ce que j'aime bien faire, c'est comprendre l'aspect peut-être irrationnel du litige. Parce que souvent, on a des dossiers dans lesquels les demandes qui sont présentées ont des montants complètement fantaisistes. Alors après, il y a la politique de je demande 305% pour avoir 50.
en justice, mais bon, ouais, technique que je trouve pas très appropriée parce qu'au final, ça décrédibilise la demande. Mais voilà, on se retrouve des fois dans des contentieux qui sont complètement dépourvus de sens sur le plan financier. Et ce n'est qu'en médiation que l'on découvre la véritable raison du contentieux. Voilà, quelqu'un qui en fait a été vexé, littéralement. Souvent, la vexation, c'est un facteur important de litige, qui a été vexé de la façon dont la résiliation s'est déroulée. Quelqu'un qui a joué son poste, qui jouait son poste en interne et donc qui ne pouvait pas échouer sur ce projet de transformation. Et ça, il n'y a qu'en médiation qu'on peut le découvrir en parlant avec les interlocuteurs du dossier. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, ils ont une vision des choses qui n'est pas du tout celle, en fait, que va révéler la partie adverse. Et rien que pour ça, c'est bien d'aller en médiation pour comprendre véritablement la consistance de la partie adverse et l'écouter aussi expliquer son litige. Parce que je trouve qu'un dossier papier des fois peut ne pas du tout être convaincant. Et lorsqu'on écoute l'adversaire nous expliquer la situation, on se met à la place du juge et on se dit « Ah ok, là il y a quelque chose, c'est intéressant ». Donc ce qui rend les apartés d'autant plus intéressants aussi en médiation. Mais cette discussion avec les opérationnels, elle est précieuse. Et même si la médiation échoue, elle n'est jamais perdue parce qu'en tant que conseil, on a eu des informations sur le litige qu'on n'aurait pas eu par ailleurs. Parce qu'on le sait, hein, quand le contentieux est lancé, voilà, on a le contact avec la direction juridique qui va à la pêche aux éléments chez les opérationnels. Mais parfois, il y a malheureusement une déperdition d'informations qui est normale parce que sur des échecs de projets passés, plus personne n'a envie de consacrer des heures et des heures de sa journée trop courte voilà, pour instruire un contentieux. Voilà. Est-ce que vous utilisez le médiateur pour faire passer des messages durant les apartés est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez avec les opérationnels, par exemple, pour savoir justement ce qu'il y a dans le dossier adverse? Oui, ça arrive. Alors, pour nous, c'est un petit peu différent. Comme généralement, justement, les opérationnels sont pas forcément très au fait du processus de médiation. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de leur dire, dans cette discussion, y compris en discussion plénière, tu peux dire des choses que tu dirais pas en négociation, en fait. C'est pas le même jeu. De même, alors c'est une façon d'obtenir des informations, mais on peut faire confiance au médiateur. On peut lui dire des choses. On peut lui dire qu'on a fait quelque chose de pas, voilà, de pas très glorieux, qu'on raconterait pas à un juge et qu'on n'aimerait pas raconter à l'adversaire. Voilà, il y a plus un travail, je trouve, à faire aux côtés des opérationnels pour leur expliquer que c'est une possibilité qu'on nous offre et il faut l'utiliser. D'accord. Et ils sont réceptifs à cette possibilité? Oui, ça Parce que fonctionne. finalement, c'est un peu comme une confession aussi pour eux. Il peut y avoir un travail un peu de l'ordre psychologique dans le fait de reconnaître auprès du médiateur des manquements, des difficultés qui leur sont imputables. Oui, bah après c'est aussi le rôle je pense des juristes que d'accompagner dans cette parole, de reconnaître également que peut-être, enfin qu'il peut y avoir un échec qui est un échec de la boîte. Faut surtout pas Ouais. commencer à pointer du doigt des individus, pardon. Et en général, un médiateur d'expérience saura très bien faire ce travail-là également pour délier les langues. En fait, c'est un peu l'abandon de la stratégie de négociation. Une fois qu'on arrive à se départir de cette stratégie de négociation faite, enfin, parfois, hein, on ne le promeut pas, mais voilà, de pas tout dire, de pas, ça oblige à une certaine sincérité. Et Camille a raison. Je crois que le rôle du juriste est essentiel. Et c'est pour ça aussi que, enfin, on y reviendra, qu'il faut former des juristes, mais le rôle du juriste, évidemment du médiateur et de l'avocat, mais du juriste qui fait partie de l'entreprise est assez essentiel pour justement obliger à se départir de cette stratégie et se dire on est dans un processus où en fait on est sincère.
et honnête, et on dit les choses parce qu'on est dans un cadre confidentiel, un peu sécurisant. Voilà. D'accord. D'ailleurs, vous envoyez qui, vous, en médiation? C'est une question de Thierry Granger que je vous soumets. Ça dépend du type de litige. On essaie en principe de respecter un certain parallélisme, c'est-à-dire que si en face de nous on a un adversaire avec une petite équipe, on va envoyer le même nombre de personnes. Si on a un vendeur, on va envoyer un acheteur en face. S'il n'y a pas de juriste, pas d'avocat, on va probablement éviter d'en envoyer, en tout cas dans les premières réunions, parce qu'il ne faut pas. La présence en fait d'un professionnel du droit est souvent vue comme un signe est associée au conflit. Donc on ne veut pas non plus donner cette impression-là pour la première réunion. Donc il faut vraiment s'adapter en fonction de chaque réunion, des besoins. S'il y a un besoin juridique, peut-être qu'il y aura un juriste. Si on n'a pas, parlons business, pas la peine d'en envoyer. Et la réflexion est la même pour la présence des avocats. S'il y a des avocats en face, il sera nécessaire de venir avec des avocats. Et puis si on se rend compte assez rapidement que les avocats ne sont pas nécessaires, j'allais dire les opérationnels reprendront la parole, ce qui n'est pas toujours le cas. Ok. Ce qui m'amène à la question suivante. Quels sont, selon vous, les facteurs d'échec d'une médiation? Dans vos expériences respectives, d'ailleurs, si vous avez des war stories à partager avec nous, n'hésitez pas. Moi, je peux parler d'une médiation qui a échoué il n'y a pas si longtemps avec un propriétaire hôtelier, pas en France en l'occurrence, mais le premier facteur pour moi d'expérience, c'est quand l'une des deux parties ne veut pas trouver d'accord. Quand cette personne arrive, cette médiation, elle a duré quelques heures et en fait, ça s'est terminé au bout de quelques heures parce que il se passait rien, il était évident qu'il n'allait rien se passer parce que en face, il voulait juste sortir du contrat et c'était plus une négociation finalement sur quel était le coût de la sortie. Enfin, donc, on cherchait pas la meilleure solution, on était au-delà. Donc, l'un des premiers facteurs, c'est ça, c'est quand même, surtout peut-être pour nous, contrairement à Camille, comme c'est une clause du contrat, de toute façon, il faut en passer par là. Donc c'est pas nice to have, c'est pas tout le monde n'y va pas de gaieté de cœur ou s'est mis d'accord sur le fait d'y aller. C'est dans le contrat, donc c'est le passage obligatoire. Voilà. Donc pour moi, c'est le premier facteur d'échec. Le second peut être une mauvaise préparation. Une médiation mal préparée, ça peut échouer. On a justement tout ce dont on a parlé sur la préparation des opérationnels, choisir les bons avocats et y aller en sachant ce qu'on veut peut amener à un échec puisqu'il va y avoir toujours la même chose, c'est-à-dire une incompréhension et pas de terrain d'entente. D'accord. Camille, tu veux partager un autre élément qui est plus rare, qui s'ajoute aux causes d'échec, c'est le mauvais choix de médiateur. Nous, on a pu avoir le cas, alors pas d'un médiateur incompétent, mais d'un médiateur qui en fait était quelqu'un qui faisait en réalité des médiations familiales et qui donc n'était pas du tout formé à la dynamique de la médiation d'entreprise, où il y a beaucoup moins d'affect, où on ne cherche pas le même type de solution. Et ce qui est assez ironique dans ce dossier-là, c'est qu'on voulait aller à la médiation, c'était tellement conflictuel qu'on n'arrivait absolument pas à se mettre d'accord sur un nom de médiateur. Et finalement, on a trouvé quelqu'un qui n'était pas du tout adapté et on est quand même allé en médiation et finalement, ça a échoué, faute de savoir de part et d'autre faire les bons compromis pour retenir un profil qui était capable de nous aider. Et finalement, alors ce dossier s'est bien terminé puisqu'on est retourné au contentieux. Et alors, grâce à nos avocats, on a testé le dossier au contentieux, ce qui parfois est nécessaire pour savoir jusqu'où on veut aller, pour prouver à l'adversaire la force de notre dossier, pour se prouver également qu'il faut peut-être parfois lâcher un petit peu. Et après cette phase de test avec nos avocats au contentieux, on est revenu en médiation.
on a choisi quelqu'un qui avait la bonne expérience en médiation d'entreprise et on a réussi à en sortir. Effectivement, je partage ton avis sur ce point. Vos avis d'ailleurs, échec. Ce que j'ai vu moi en échec de médiation, c'est effectivement une mauvaise préparation. Alors bien sûr, pas de mon côté, hein, mais du côté de la partie adverse avec des un peu de pommade. Des personnes qui étaient pas familières de la médiation, qui interrompaient énormément, des avocats qui plaidaient leur dossier, des personnes qui en fait n'étaient là que pour épuiser le mécanisme contractuel de recours à un mode amiable parce que voilà, il y avait déjà eu une fin de non-recevoir où ils savaient que le cas échéant, leur action allait se retrouver bloquée de ce fait. Donc, véritablement une absence de volonté. Hein, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un moment pour la médiation. Et malheureusement, parfois, des fois, il faut faire un peu de contentieux avant d'aller en médiation. Voilà, c'est parce que la partie adverse a un dossier, mais pas du montant qu'elle présente, parce que le client a besoin de lire les écritures adverses pour comprendre exactement voilà, pour que son risque se matérialise, qu'il y ait des demandes reconventionnelles. Et sur des litiges complexes, ça peut prendre quelques mois, quelques années, dans les litiges les plus importants. C'est quelque chose qui est pas toujours possible d'aller immédiatement en médiation et d'obtenir un succès comme on le souhaiterait. Et c'est là justement que, en tout cas de notre point de vue, le rôle de l'avocat est très important. Enfin, et c'est très utile d'avoir des avocats qui connaissent le processus, qui sont habitués à la médiation, parce qu'ils ont l'expérience suffisante pour pouvoir dire là, il faut arrêter, il faut aller au contentieux, faut pousser le dossier jusqu'à ce point-là pour qu'on puisse retourner en médiation. Évidemment, c'est jamais des décisions faciles que de claquer la porte d'une négociation et de consentir des frais, des frais pour de procédure. Donc c'est bien d'avoir voilà, le conseil de personnes d'expérience pour prendre ces décisions. Tout à fait. Dernière question pour l'avenir, si on se tourne maintenant vers le futur. Est-ce que vous avez déjà des axes de développement, des modes amiables de règlement des litiges en interne, notamment au regard de l'augmentation prévisible dans certains secteurs, peut-être pas dans les vôtres, encore que pour toi Camille, j'en doute, mais malheureusement. Est-ce que vous avez déjà voilà, des stratégies définies en interne, des programmes de renforcement voilà, quels sont vos projets ce qui serait intéressant aussi pour les personnes qui sont parmi les participants dans une organisation qui souhaite mettre en place une politique de règlement amiable des litiges, puisque je vois que parmi les réponses au sondage, il y a 60% des réponses donc, qui sont non, il n'y a pas de politique dans mon organisation. Peut-être je peux commencer parce que nous, on n'a pas forcément de politique, mais on a ces clauses. Mais et j'ai repensé là en nous écoutant. En fait, c'est la formation. En fait, je me rends compte, nous, par exemple, au sein de la direction juridique, on en a eu il y a quelques années. Mais en fait, c'est une formation à faire régulièrement. D'abord parce que les personnes changent, viennent d'autres secteurs et d'autres. Donc, en fait, c'est presque quelque chose qu'il faut faire à échéance régulière pour rappeler, quel est l'intérêt, comment ça fonctionne, parce que finalement, un groupe comme Accor est un groupe qui n'a pas énormément de litiges, donc c'est pas quelque chose qu'on va utiliser, enfin sauf dans certaines juridictions parce que à nouveau c'est culturel, mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. On peut s'attendre dans la période actuelle, une fois passées toutes les mesures de soutien à l'économie qu'il y a, pas seulement en France, mais dans plusieurs pays, à un accroissement des litiges ou des contentieux ou des différends ou des non-paiements. Enfin, on peut s'attendre, et c'est vrai que l'une des mesures pour se préparer à ça, c'est effectivement, j'allais dire en remettre une couche, pardon pour cette expression familière, mais de refaire des formations, de resensibiliser sur la médiation, comment ça fonctionne, et peut-être être moins en réactif qu'en proactif, et peut-être
voir un peu plus en amont, c'est-à-dire avant d'arriver à l'exercice d'une clause du contrat en se disant, bon, bah, là, on est arrivé à un vrai différend, il n'y a plus de solution. Peut-être essayer d'anticiper ça avec peut-être une médiation qui sera moins lourde, sur de moins nombreux sujets, mais un peu d'épuiser les sujets différents avant d'en arriver là, ce qui va probablement amener un peu une industrialisation, enfin pour nous, une industrialisation ou une systématisation du processus D'accord. avant. C'est intéressant ce que vous évoquez, ça m'évoque la pratique des dispute boards dans le domaine de la construction. Je l'envisage un peu moins sur le plan intellectuel dans des contrats comme ceux que vous avez au sein du groupe Accor, mais finalement, cette politique d'anticipation, ce serait peut-être ça. Ce serait un board chargé d'examiner les litiges au fur et à mesure de leur arrivée, effectivement, plutôt que d'attendre la cristallisation. Pas nécessairement. Je ne crois pas que ça ait forcément besoin d'être formalisé de cette façon, mais peut-être justement par la sensibilisation et la formation, remettre ça en tête, notamment des juristes qui, voyant arriver, on va dire, les échanges de courriers, proposent plus avant directement de passer à la médiation. Je crois que ça reste, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme industrialisation avec vraiment des pincettes, parce que je ne crois pas qu'on arrive à un nombre de litiges, on n'est pas dans le B2C, enfin on n'arrive pas dans un nombre de litiges particulièrement important, mais justement peut-être juste commencer ce processus plus tôt. Et ça, il faut en parler. En fait, les gens ne penseront pas forcément tout seuls. Tout à fait. Camille, je suis projet de ton côté? Non, encore une fois, on est porté par l'excellente dynamique de la filière en termes de promotion de la médiation. Donc notre mission, c'est plus de leur donner les moyens de continuer ce travail-là. Ensuite, je suis d'accord avec ce que disait Besma. La formation continue est importante, y compris des juristes. Alors, il y a le fait d'anticiper le besoin de médiation et je verrai également le fait de connaître le processus de sorte à le faire accepter quand on va le proposer ou quand on va négocier une clause de médiation, parce qu'on voit que toutes les entreprises ne sont pas forcément familières de la médiation et surtout de son utilité. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Si nos participants ont des questions, c'est le moment de les poser. Donc, pour ce dernier temps d'échange sur la médiation en tant que politique d'entreprise. Alors, je vois qu'il y a une première question sur la personnalité du médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur adapté? C'est une excellente question. Et je ne sais pas s'il y a une réponse. Je crois qu'il y a plusieurs réponses et que ça dépend surtout du dossier, en fait. Je ne sais pas si Camille, tu veux reprendre la parole sur ce sujet que tu as abordé tout à l'heure rapidement. Je pense qu'il faut qu'il ait une autorité naturelle. Autorité, ça ne veut pas dire sévérité. C'est quelqu'un qui doit, par un moyen ou un autre, se faire entendre des parties et se faire respecter. S'il a ce trait-là, alors ça peut être par la patience, ça peut être parce qu'il est insistant, ça peut être parce qu'il reformule très bien. S'il a cette qualité-là, en principe, ça fera un bon médiateur. Et le reste, ça sera en fonction des parties, en fonction du dossier. Mais la qualité d'un médiateur, en principe, c'est aussi de s'adapter, enfin de faire de la multipartialité, en fait, et d'avoir finalement un visage pour chaque partie, de sorte à correctement les entendre et comprendre leurs problèmes. Et vous, Besma? Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Non, effectivement, je crois qu'en plus, la question faisait référence à l'exemple de Camille où c'était un médiateur des affaires familiales. Effectivement, il faut probablement quelqu'un qui ait une sensibilité au sujet et qui comprenne, si ce n'est l'expérience, mais qui comprenne les sujets qui sont discutés, pas forcément du secteur, mais qui soit sensible et qui ait aussi une sensibilité humaine, j'allais dire. Soft skills. Oui.
qui puissent sentir les enjeux derrière, parce que quand nous, on n'arrive pas, ou les avocats n'arrivent pas à faire ce travail, c'est aussi le travail du médiateur d'essayer d'aller chercher quel est le vrai litige, quel est le vrai point de bascule de chacun, et donc une grande capacité d'écoute, de restitution et d'évaluation vraiment de ce qui est en jeu. Je crois que c'est essentiel chez un bon médiateur. Je vais en profiter pour vous poser une question qui a été abordée lundi dans le cadre toujours de la semaine de la médiation. Il y a eu un webinar organisé par le CMAP pour présenter un groupe de travail, une association constituée de jeunes professionnels intéressés à la médiation, dont un collaborateur de Bird & Bird. Donc, ils sont plusieurs à avoir émis le souhait d'être médiateurs alors même qu'ils n'ont pas 10 ans d'expérience professionnelle, ce qui est la limite posée, ou le seuil posé par le CMAP pour agréer des médiateurs. Est-ce que vous seriez à l'aise avec un médiateur qui aurait moins de 10 ans d'expérience professionnelle? Donc, quelqu'un a priori de plutôt jeune, entre 25 et 35 ans. Donc, alors moi, je n'en aurais pas, mais peut-être que les autres personnes faisant partie de la médiation, étant partie à la médiation, le seraient, puisqu'il faut, ce que disait Camille, il faut une certaine autorité naturelle, il faut que cette personne entende, mais soit entendue. Je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'âge, mais avec l'image. et peut-être que c'est ça qui bloquerait. Je comprends. Et une certaine, je pense qu'il faut quand même une expérience des problématiques qu'on va régler, parce que c'est plus facile, et des relations humaines. Il faut avoir rencontré des gens, il faut avoir traité des problèmes pour savoir aussi écouter. Et donc, fixer un chiffre comme ça paraît un peu arbitraire, mais je pense que ça correspond aussi à une réalité. Il faut une certaine expérience pour être médiateur. D'accord. Pas forcément une expérience en médiation, mais une expérience des relations humaines. Oui, un certain background. Et est-ce que vous seriez à l'aise avec une comédiation dans ces cas-là pour je fais le sondage pour ce groupe, j'en profite. Une comédiation, ça vous semblerait adapté? Parce que l'autre hypothèse qu'on avait envisagée, c'était que ce soit une offre de médiation surtout dirigée à l'égard des entrepreneurs, des startups en particulier. Voilà. Donc, c'est peut-être le contraire. Camille, je te vois froncer les sourcils. Oui, je pense oui, que vous ouais. Je pense que c'est plutôt le contraire. Je sais, en fait, je sais pas. L'idée d'envoyer des petits jeunes parce que des petits jeunes entrepreneurs se parlent, c'est peut-être justement là où on a besoin de personnes qui arrivent avec une autre perspective. J'en sais rien. Je dis non, mais c'est intéressant. Comme j'ai participé au webinaire, voilà, j'en profite également pour prendre votre avis, puisque c'est en lien avec la personnalité la question de la personnalité du médiateur. En réalité, ça dépendra au cas par cas du médiateur. Il y a probablement de jeunes médiateurs qui seront très, très brillants, qui comprendront très vite et qui auront cette autorité naturelle. Il y en aura d'autres qui auront besoin de voir d'autres choses dans leur vie avant d'arriver à ce statut. Et ça, il faut l'évaluer. C'est pas pour autant qu'il faut. Moi-même, je me suis formé avant d'avoir 10 ans 10 ans d'expérience. C'est pas pour autant que je me sens légitime à faire des médiations complexes. Les choses viennent avec l'expérience. Ok, merci. Je leur ferai part de votre retour. Alors, nous avons une question d'Arsène. Tenez-vous compte du risque pays ou région pour privilégier tel ou tel autre mode de règlement du différend? Il pense notamment à l'Afrique. Merci Arsène pour cette question. Oui, entre arbitrage et tribunaux judiciaires, oui. Bien sûr, on prend en compte le risque pays. Pour la médiation ou pour un mode alternatif autre, non, pas nécessairement, non. Ça va plutôt se jouer entre arbitrage, enfin pour nous, ça va se jouer plutôt entre arbitrage et juridiction étatique.
Nous, il se peut, enfin, il y a des cas où la médiation peut être une bonne idée dans des pays où on va estimer qu'on a des risques ou des difficultés à recouvrer une créance et où on se rend compte que l'issue la plus favorable, ça va être un accord négocié. À ce moment-là, la médiation, ça peut être effectivement le bon moyen d'en sortir plutôt que d'aller devant un tribunal ou même un arbitrage si on a une sentence dont on sait pas que avec faire. un risque de défaillance. Ouais. Et peut-être pour ajouter, on sait quand même, tout particulièrement en Afrique de l'Ouest, qu'il y a une véritable culture de la médiation et de la conciliation. Donc forcément, ce sont des régions dans lesquelles je pense il faut automatiquement avoir le réflexe médiation. Ok, c'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, il y a une question d'un prénom, d'une personne, je suis désolée, votre nom est écrit en arabe et je ne sais pas lire l'arabe, mais je vais la lire. Est-ce qu'il y a des lois applicatives plus détaillées de la médiation? Alors en France, où on a des dispositions, oui, dans le Code de procédure civile, qui régissent la médiation conventionnelle, judiciaire, ainsi, comme je vous le disais tout à l'heure, que des chartes donc d'application volontaire. Donc, j'ai épuisé le stock de questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Alors Virginie, oui, Simon, Andrés, merci pour votre question. En termes d'indépendance, est-ce que les personnes d'Accor et d'Airbus interviennent comme médiateurs? Je crois que la réponse est non. Non. Ah, pour des litiges. Ouais, pour vous, c'est différent. Pour nous, il n'y aurait pas de médiateur Accor dans un litige qui. Oui, il n'y a pas de médiateur interne groupe, comme il peut y en avoir par exemple chez Groupe Casino, qui a un médiateur interne. Non, nous, on a notre médiateur interne et bien évidemment, il n'est jamais imposé. Donc c'est la solution, j'allais dire, c'est la solution automatique. Si on veut un médiateur, on va le voir. Et si l'autre partie considère qu'il n'est pas indépendant ou pas assez indépendant ou impartial, évidemment qu'on va chercher un autre médiateur. Okay. Merci Kim. Je voulais donc vous dire que si nous n'avons pas d'autres questions, nous pouvons clore le webinaire quand vous le souhaitez. Parfait. Écoutez, merci à tous pour vos interventions, vos questions respectives. On était ravis de vous avoir aujourd'hui. À la question qui a été posée, est-ce que les slides vont être envoyés? Je vais les adresser au CMAP et n'hésitez pas donc à adresser un mail directement au CMAP pour qu'on puisse vous les adresser, parce que je crois qu'en termes de RGPD, on ne peut pas vous les adresser comme ça vu qu'il y a le logo du cabinet partout. Merci en tout cas et bonne soirée. Attendez, je vois encore 2 messages. Pensez-vous qu'une telle politique soit possible en PME? Oui, tout à fait. Moi, je ne vois pas d'obstacle à promouvoir la médiation en PME. En fait, ça dépend de la façon dont vous contractualisez. Est-ce que vous avez votre propre modèle de contrat dans lequel vous pouvez insérer vos clauses? Quand vous dites PME, en fait, c'est aussi quel est le nombre de personnes à sensibiliser? Est-ce qu'il y a une direction juridique? Mais en soi, moi, j'ai pas d'obstacle. Et puis, de manière générale, avoir une personne sensibilisée à la médiation en interne est toujours un avantage. Merci. Donc, merci beaucoup de nouveau pour votre participation au webinaire et bonne soirée à tous. Merci.